Le roi Connor, soucieux d'apaiser les rivaux du jeune homme et de ramener un peu de calme à sa cour, a chargé les autres chevaliers de la branche rouge de ramener une épouse à son neveu. Tous ont parcouru l'Irlande pour découvrir celle que le fils de Lugh appelle de ses voeux. Son égal en beauté, en noblesse, en courage, en adresse, en intelligence. Un peu piteux, les guerriers sont aujourd'hui rassemblés autour de Connor, au centre du palais des Main Maha. Ils n'ont pas pu trouver, dans les 5 royaumes, une seule jeune fille qui réponde à l'idéal de Cuchulainn. D'ailleurs, le voici qui arrive, le héros, le vaillant, sur son char tiré à 2 chevaux, le noir et le gris de Maha. Fièrement, il annonce à ses amis qu'il a lui-même choisi sa future épouse. Il ne l'a jamais vue, mais il a entendu vanter sa beauté, sa sagesse, son habileté dans tous les arts. Elle se nomme Emer, son père est le roi Forgal le Rusé. Dès la fin du banquet que vient d'ordonner le roi, il partira vers elle. Cuchulainn rencontre la belle jeune fille dans une verte prairie au bord d'une rivière. Elle tisse, en chantant, entourée de ses sœurs et de ses compagnes. Il n'hésite pas un instant. Au premier regard, il la reconnaît. Aucune parole ne leur est nécessaire. Elle l'attendait. Elle sait qu'il va la demander en mariage. Elle a décidé qu'il serait son époux. À cette nouvelle, le père des mères, le roi Forgal le Rusé, entre dans une rage incontrôlable. Il sait que personne ne peut s'opposer à Cuchulainn par la force, qu'il est le champion du roi Connor et qu'Emer ne renoncera pas à lui. Cuchulainn n'aura pas sa fille. Il l'a décidé. Il la destine à un des hauts rois d'Irlande. Alors il puise dans l'infini arsenal de ses ruses et il se compose une noble attitude, un visage aimable. Et devant la cour d'Ulster, Forgal, le roi rusé, annonce qu'il accepterait volontiers un grand guerrier pour gendre, mais que nul ne peut se prétendre guerrier s'il n'a pas été initié aux arts de la guerre par Scathar, la magicienne, dans son île aux brumes éternelles au large de l'Écosse. Telle est la condition pour gagner la main des mères, assène-t-il à Cuchulainn. Et encore faudra-t-il qu'auparavant, Cuchulainn aille s'entraîner chez Domnall le Belliqueux. Le jeune homme ne prend que le temps de faire ses adieux à Emer, qui le met en garde contre les ruses de son père. « Attention, lui dit-elle, Forgal t'envoie en Écosse car il est persuadé que tu y trouveras la mort et que si tu échappes au péril de l'enseignement de Domnall, tu ne résisteras pas aux leçons de Scathar. » Et elle lui ajoute bien que pour parvenir à son but, son père est prêt aux pires vilainies et qu'il ne reculera ni devant la magie, ni devant la trahison. Cuchulainn la rassure, puis, escorté du roi Connor, de Léry le Victorieux et de Conall Cernach, il quitte Emain pour Alba, l'île blanche dont on voit, les jours sans brume, s'élever les falaises sur l'horizon marin. Il y affrontera les épreuves chez Domnall, puis, de là, il gagnera la forteresse des ombres sur l'île de Skye, demeure de Scathar. Une fois débarqués sur la terre d'Écosse, leurs pas mènent les 4 hommes par vallées profondes et sombres forêts vers la forteresse de Domnall, un château noir aux murs épais, à l'image du guerrier qui l'habite, et qui s'en trouve à peine pour les laisser passer. Dès leur arrivée, Domnall les soumet à un entraînement impitoyable. Les hommes d'Ulster font appel à toute leur volonté pour passer les épreuves les plus simples, faire résonner une corne sans interruption pendant des heures, ou manœuvrer un soufflet de cuir jusqu'à en user les semelles de leurs bottes. Chaque jour, ils en restent épuisés. Domnall ne cache pas son mépris. N'importe quel berger, n'importe quel forgeron d'Écosse réussit sans sourciller de tels exploits, et voilà tout ce que peuvent faire les hommes d'Ulster.
l'élite des guerriers. Mais peu à peu, les 4 hommes persévèrent et Domnall passe à l'entraînement de l'art de la lance. L'art de la lance, non point le jet vers une cible fixe ou mouvante, que tous maîtrisent assez bien. Non, des techniques plus exigeantes. Sauter sur les lances dressées, de pointe en pointe, et se recevoir sur chacune d'elles sans se blesser. Ramper, sans les effleurer, au milieu d'un champ de lances planté plus serré que le blé au printemps. Ou encore, danser sur le tranchant des fers. Mais ça aussi, tous y parviennent, et lorsqu'ils ont atteint le degré d'excellence exigé, Domnall déclare se dire satisfait, et il dit qu'ils peuvent partir. Ils feront bonne figure ces Scathars, seulement s'ils parviennent à trouver le sentier qui y mène. Et ce n'est pas lui qui les y aidera. Tout le temps qu'a duré le séjour de Curulin chez Domnall, le jeune homme s'est efforcé d'éviter Dornella, la fille de son hôte, qui s'est prise d'une violente passion pour lui. Curulin a refusé plusieurs fois ses avances. Et il faut avouer que la fidélité à Emer n'est pas seule en cause. Serait-il libre de toute attache que la laideur de Dornella l'aurait rendu pareillement vertueux? Les jambes courtes et arquées, la poitrine creuse, ses hanches osseuses plus larges que ses épaules, à moitié bossu le teint jaune, un duvet noirâtre au-dessus de la lèvre supérieure, des yeux qui certes ne seraient pas déplaisants s'ils regardaient dans la même direction, tel se présente Dornella, et Curulin ne peut vraiment pas la regarder sans un extrême déplaisir. Et elle ne peut admettre la réticence du jeune homme. Et elle finit par lui lancer des malédictions. Les malédictions de la demoiselle hideuse s'abattent sur lui à l'heure où il quitte la forteresse de Domnall. Il s'éloigne avec ses 4 compagnons et la nuit qui suit leur départ, leurs rêves sont pénibles. Ils sont assaillis de visions de l'Irlande, de visions d'Emain Macha, de leurs amis qui leur manquent, de leurs femmes qui sont en train de les oublier, pour ceux qui en ont. À son réveil, Curulin entend leur nostalgie, leurs regrets amers. La nuit suivante, Curulin dort mieux, car son père Lugh, le dieu à la longue main, a étendu sa protection sur lui. Mais ses 3 amis ont encore des rêves terrifiants qui les visitent. Ils voient leur capitale en proie aux flammes, ravagée par des guerriers impitoyables, la tête coupée de leurs amis ou de leur famille pendue au rempart, les chevaux éventrés. Quand le jour se lève, Léry, Conall et Conor font leurs adieux à Curulin et à leur grand regret reprennent le chemin de l'Irlande. Pendant ce temps-là, dans son donjon, Dornella se réjouit, se félicite des cauchemars qu'elle a suscités, de la puissance de sa magie. Maintenant que Curulin est seul, sa vengeance va s'exercer. Il ne pourra jamais résister au danger que l'Écosse lui prépare. Il mourra d'avoir repoussé l'amour de la fille du roi Domnall. Le héros d'Ulster continue pourtant. Il chevauche en solitaire dans l'ombre de montagnes aux dents acérées, toujours plus vers l'ouest. Il regrette ses compagnons, mais surtout, il s'inquiète de ne trouver aucune trace de Scathars. Personne, sur son chemin, ne peut le guider vers la guerrière magicienne. Comment devinerait-il une fois encore que ces sombres pensées, cette ignorance qui l'entoure, c'est toujours la méchanceté de Dornella? Pourtant, chaque fois qu'il pense à Emer, un peu de lumière revient autour de lui, et l'apaisement le visite. Et il sait qu'il a raison d'aller de l'avant, qu'il doit continuer son chemin. Au matin de son 3e jour de solitude, Curulin reprend sa route, abattu et presque tremblant à l'idée de l'inconnu qui l'attend. Dans sa tour, Dornella redouble d'efforts. Bientôt, elle le sait, Curulin entrera sur les terres de Scathars, et là, sa magie à elle devra céder devant la magie de la guerrière. Le fils de Lugh avance, encore, poussé par la promesse faite à Forgal le rusé, mais sans jamais savoir s'il est sur le bon chemin. Autour de lui,
Les crêtes rocheuses succèdent aux vallées encaissées. Quand soudain, il voit venir vers lui un monstre, mais un monstre qui semble né de l'accouplement contre nature, d'un lion avec d'un taureau, ou d'un ours et d'un serpent, ou peut-être des quatre à la fois. Et curieusement, le monstre, plutôt paisible, a un bon regard qui incite Courline à lui sauter sur le dos, une volte, et il retombe sur le dos de l'animal, qui prend le trot et qui trotte pendant 4 jours et 4 nuits, avec Courline toujours étendue sur son dos. Et pendant ces 4 jours et ces 4 nuits, pas un instant, Courline ne ressent le désespoir, la fatigue, le sommeil, le froid ou la faim. Il se laisse emporter, et l'Écosse déroule autour de lui ses pics enneigés, ses landes rousses traversées par des troupeaux de cerfs, ses torrents d'écume blanche. Et un soir, enfin, la mer brille à l'horizon. La bête s'arrête, le temps de laisser Courline sauter sur le sol, et disparaît subitement. Quelques pas plus loin, ce sont 3 jeunes gens qui attendent Courline, et le plus âgé d'entre eux lui dit qu'il sait où se trouve l'île de Scatar, mais qu'il hésite à lui indiquer le chemin, parce que pour s'y rendre, il faut traverser la plaine de la destinée aveugle, où beaucoup de beaux jeunes gens ont laissé leur vie. Car une moitié de la plaine est couverte d'une vase si épaisse que tout voyageur y reste englué jusqu'à la mort. Et l'autre moitié est recouverte d'une herbe dont chaque feuille forme une lance acérée qui déchiquette les corps. Et Courline a retrouvé son ardeur et rien ne le fera renoncer. Il réclame l'épreuve. Alors le jeune homme lui remet une roue et une pomme. Et lui dit, lance la roue, jette-la par terre et suis-la juste dans sa trace. Et tu franchiras paisiblement la boue mortelle. Quant à la pomme, jette-la ensuite au milieu des plantes. Les plantes acérées vont se nouer autour d'elle et vont essayer de la dévorer. Et passe à ce moment-là. Et c'est ce que fait Courline, et grâce à cette aide, il franchit la terrible plaine. Et il arrive face à la mer, et une île est là de l'autre côté. Et entre l'île et la mer, il y a un pont hardi comme l'arc d'un arc-en-ciel, un pont brillant, un pont lumineux, un pont surnaturel. Mais devant le pont, il y a 3 jeunes gens à nouveau, moqueurs, rieurs, qui défient Courline de franchir ce passage. Courline laisse passer les sarcasmes, laisse passer l'interrogation des jeunes gens qui lui disent « Seuls les plus valeureux passeront, es-tu parmi ces plus valeureux ?» C'est un tel défi pour lui qu'il ne peut évidemment qu'assurer qu'il passera.